Ralph Mackinder n'a pas fondé la géopolitique, mais il en demeure le géopoliticien le plus influent. Que l'on adhère ou non à sa théorie, elle sert finalement de fondement à la plupart des théories géopolitiques. Soit dit en passant, elle a aussi influencé la politique étrangère de plusieurs nations au siècle suivant, et probablement dans ceux à venir. Ainsi aujourd'hui, nous allons voir la théorie de Mackinder, la théorie du Heartland ou la théorie du cœur continental, en français. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Géopolitique Mondiale pour apporter votre soutien. Votre aide est très importante pour que la chaîne continue de vivre et d'exister. Et envisagez de devenir membre. Vous n'aurez pas seulement un accès anticipé au contenu de la chaîne, mais vous ferez aussi partie d'une communauté sélecte de discussions en géopolitique. Sur Telegram, vous pourrez regarder les lives exclusifs avec les membres et les séries, qui sont également réservées aux membres. En plus, bien sûr, de garantir que la chaîne Géopolitique Mondiale continue d'exister. Je suis Deleonas Portas da Cidade et voici Géopolitique Mondiale. La première et la plus importante chose que nous devons garder à l'esprit lorsque nous parlons de Mackinder, c'est la période à laquelle il écrit ses théories. C'est parce qu'il décrit un scénario géopolitique absolument nouveau et sans précédent jusqu'alors. À la fin du XIXe siècle, il n'y a plus d'espace vierge sur la carte. En gros, il n'y a plus d'espace à occuper par des nations et des empires sans que cela ne crée des frictions avec d'autres nations et empires. Le principal travail de Mackinder fut le célèbre article « Le pivot géographique de l'histoire » qu'il explorait. La thèse selon laquelle l'histoire humaine est profondément conditionnée par des facteurs géographiques et structurels, suggérant que certains éléments physiques sont particulièrement décisifs dans la définition des orientations des sociétés et des grands événements historiques. Mackinder commence son analyse en identifiant les 400 dernières années comme une ère spécifique qu'il appelle l'ère colombienne. Cette période, commencée avec les grandes navigations et explorations géographiques des XVe et XVIe siècles, a eu pour principale caractéristique l'expansion européenne à travers le monde, presque sans rencontrer de résistance à grande échelle de la part d'autres peuples. Pendant cette époque, des explorateurs comme Vasco de Gama et d'autres explorateurs comme Vasco ont radicalement changé la méconnaissance de la planète, cartographiant avec précision chaque région et menant à l'appropriation politique des terres découvertes par les États européens. Mackinder soutient qu'au début du XXe siècle, le monde avait pratiquement terminé cette phase d'expansion territoriale libre et illimitée, entrant dans une nouvelle ère post-colombienne caractérisée par un système politique mondial fermé et interdépendant. Ainsi, l'espace autrefois vide ou inconnu, qui permettait l'expansion européenne sans conflit direct, à grande échelle entre les puissances, se trouvait désormais entièrement occupé et délimité politiquement, rendant inévitables les conflits et les tensions directes entre les nations industrialisées pour l'espace et les ressources limitées. Dans ce nouveau contexte mondialisé et interconnecté, tout conflit, crise ou changement en un point du globe aura des répercussions immédiates et profondes ailleurs, générant ce qu'il compare à la différence entre la chute d'un projectile dans un espace ouvert et inhabité, générant ce qu'il compare à un projectile dans un espace ouvert, inhabité. Ou le projectile ouvert, inhabité, générant ce qu'il compare à un projectile dans un espace ouvert et inhabité. Le point crucial soulevé par Mackinder est sa critique de la perspective historique traditionnelle, qui considérait uniquement l'histoire européenne comme pertinente. Mackinder suggère un regard différent. Pour lui, la civilisation européenne n'est pas apparue spontanément, mais comme une réaction défensive face à des pressions extérieures venant principalement d'Asie. De cette façon, il propose d'inverser momentanément l'angle de l'analyse historique traditionnelle en plaçant l'histoire européenne au second plan par rapport à l'histoire asiatique. Mackinder illustre cette idée en montrant comment d'importantes entités nationales européennes, telles que l'anglaise, la française, l'allemande ou même le concept de chrétienté, sont apparues précisément dans des contextes de guerre défensive contre des envahisseurs barbares, en particulier venus d'Asie centrale, comme les Huns, les Mongols et d'autres peuples nomades des steppes. Et dans ce contexte, il explore en détail le rôle géographique de la Russie, l'identifiant comme un territoire clé pour comprendre cette dynamique historique eurasiatique.
Géographiquement, la Russie présente une vaste plaine qui occupe une grande partie du continent européen, contrastant fortement avec les nations d'Europe occidentale, qui possèdent des territoires plus petits et davantage délimités par des barrières naturelles. Il observe qu'historiquement, la Russie a été divisée en 2 grandes zones géographiques. Au nord, d'immenses forêts et marécages, au sud, une vaste steppe ouverte propice aux invasions venant d'Asie. Cette division géographique a influencé le développement russe et européen pendant des siècles. La frontière physique entre la forêt et la steppe traversait en diagonale le territoire russe, influence directement les mouvements migratoires et les routes d'invasion des peuples nomades venus d'Asie centrale. Entre le V et le XVIe siècle, par exemple, des tribus comme les Huns, les Avars, les Bulgares, les Magyars et les Mongols ont constamment avancé à travers ces steppes ouvertes, envahissant et déstabilisant les sociétés sédentaires, créant des vagues de migration forcées qui ont profondément changé l'histoire européenne qui s'ensuivit. Ces invasions n'étaient pas des événements isolés, mais de véritables moteurs historiques qui ont entraîné de grands changements dans la société et la politique. La présence des Indes d'Attila a profondément influencé la formation des nations européennes modernes, sans laquelle notre monde serait sans doute très différent. L'invasion unique a contribué à définir l'identité française en unissant des groupes divers comme les Francs et les Romains contre cet ennemi inhabituel pour les deux. Cela a conduit à l'exode de tribus comme les Angles et les Saxons vers l'Angleterre qui ont établi les racines du peuple anglais. Cela a entraîné le changement de Venise après la destruction d'Aquilée et Padoue et favorisé l'ascension du pouvoir papal via une médiation diplomatique efficace. Avec Attila, Mackinder explique également en détail comment la division physique entre les forêts et les steppes russes a façonné la dynamique historique interne de la Russie. À l'origine, la Russie s'est développée dans un environnement relativement protégé par les forêts du Nord, tandis que le Sud ouvert était le théâtre d'invasions constantes. Cette situation a créé 2 réalités politiques et culturelles distinctes en Russie. Alors que les forêts favorisaient des établissements stables et protégés, les steppes constituaient un couloir naturel pour les attaques venant d'Asie, en particulier par le corridor entre les monts Ourals et la mer Caspienne. La menace persistante des incursions de cette région eurasiatique a longtemps freiné le développement politique et social russe. Au point que Mackinder affirme que l'histoire russe de la période médiévale et de la Renaissance a été en grande partie déterminée par les impacts directs et indirects de ces invasions. Mais il propose également que la compréhension de cette dynamique géographique est essentielle pour comprendre non seulement l'histoire passée, mais aussi pour interpréter les dynamiques politiques actuelles et, par conséquent, les actions futures. Suggérant que le monde entrait dans un moment historique où la lutte ne serait plus pour la possession de terres inconnues, mais pour l'efficacité relative et la rivalité directe entre puissances. Il insiste sur l'importance de comprendre les forces géographiques issues de ce processus, qui influencent nos sociétés et politiques mondiales. C'est à partir de l'analyse géographique et historique intégrée que Mackinder développe sa célèbre thèse du Heartland, ou, en français, le cœur continental. Il affirme que la région de l'Eurasie, en particulier la zone centrale, qu'il a appelée pivot géographique ou Heartland, serait décisive pour le contrôle du pouvoir mondial au XXe siècle. Mackinder analyse en détail l'impact des caractéristiques physiques de l'Eurasie sur l'histoire mondiale, avec une attention particulière au rôle des grandes steppes et des rivières comme route naturelle de déplacement humain et d'expansion politique. Il observe que les rivières qui coulent des régions boisées de l'Europe de l'Est en direction des mers Noires et Caspiennes traversent entièrement les vastes steppes du sud de la Russie. Il souligne comment ces routes fluviales, bien que moins importantes que les steppes elles-mêmes, ont connu de très grands épisodes historiques. Par exemple, des missionnaires du christianisme grec ont utilisé le fleuve Dniepr pour atteindre Kiev, tandis qu'avant eux, les Vikings étaient descendus par le même fleuve en direction de Constantinople. Et avant cela, les Goths germaniques sont apparus brièvement le long du fleuve Dniestre pour traverser l'Europe, venant de la mer Baltique. Cependant, Mackinder note que ces événements étaient temporaires.
Cela n'invalide pas sa thèse plus large, à savoir que pendant environ 1000 ans, des peuples nomades des steppes asiatiques ont continuellement traversé le large passage existant entre les monts Oural et la mer Caspienne. Dominant le sud de la Russie, puis pénétrant au cœur de l'Europe, notamment en Hongrie, ils ont façonné l'histoire européenne par leur nécessité de destruction, et surtout par des nomades asiatiques. Les Hans, Avars, Magyars, Bulgares, Khazars et Mongols ont marqué la structure politique et sociale de l'Europe centrale et orientale. La mobilité de ces tribus guerrières dans les vastes steppes du sud de la Russie a permis à leurs attaques d'atteindre les régions centrales de l'Europe avec une relative facilité, transformant profondément le développement politique des peuples européens qui furent obligés de réagir de manière défensive, générant ainsi unité et identité nationale. Ainsi, les épisodes historiques cruciaux se sont produits comme conséquence directe de ces invasions. Mackinder introduit alors un autre exemple de mobilité historique, rivalisant avec la mobilité terrestre des nomades, la mobilité maritime des Vikings. Les Vikings, naviguant sur de petits bateaux, attaquèrent et pénétrèrent profondément dans le continent européen, par les rivières et les mers, s'établissant temporairement aussi bien au nord qu'au sud de l'Europe. La mobilité des Vikings, cependant, était limitée par les conditions physiques de l'Europe, étant restreinte aux zones proches des côtes et des cours d'eau navigables. Malgré cette limitation, leur influence historique fut très grande. Elle fut décisive dans la création de l'unité nationale dans des pays comme l'Angleterre et la France, et dans l'affaiblissement ou la division d'autres, comme l'Italie. Pour Mackinder, ces deux formes de mobilité, celle des nomades terrestres asiatiques et celle des navigateurs maritimes vikings, ont opéré simultanément. En exerçant une pression sur les sociétés sédentaires d'Europe, elles ont favorisé la formation des structures politiques modernes. Il mentionne également le rôle du vaste continent eurasiatique en général. Mackinder souligne que, en raison de l'éloignement des mers et de l'aridité associée à la position centrale de cette vaste masse terrestre, la région centrale de l'Eurasie, ou Euroasie, possède de vastes zones arides, relativement dépourvues de ressources en eau accessibles à l'océan. C'est pourquoi, bien qu'il existe de l'eau sous forme de rivières, beaucoup de ces cours d'eau ne se jettent pas dans la mer. Cela isole la région du reste du monde et crée un environnement idéal pour l'existence de sociétés nomades, qui ont développé des compétences supérieures en mobilité terrestre grâce aux chevaux et aux chameaux. Cette configuration géographique a favorisé l'émergence de tribus guerrières hautement mobiles et agressives, capables de lancer des offensives rapides et dévastatrices contre les établissements agricoles sédentaires environnants. Il décrit l'impact majeur de l'expansion mongole au XIIIe siècle menée par des cavaliers ayant parcouru 5000 km vers l'ouest et provoqué d'importantes destructions en Pologne, Hongrie et Serbie. En plus de cette attaque initiale, d'autres groupes mongols ont suivi des itinéraires alternatifs, comme à travers la Perse jusqu'en Syrie ou de l'Asie centrale, vers la Chine. En étendant le pouvoir mobile des steppes à toute l'Asie et au Moyen-Orient, affectant indirectement même des régions éloignées comme l'Inde et la Chine. Cet épisode mongol est cité par Mackinder comme la preuve de la capacité singulière des steppes d'Eurasie à projeter rapidement une puissance militaire sur de longues distances. Il souligne également que ces invasions venant d'Asie centrale ont eu de grandes implications dans la formation des événements. Clés comme l'émergence des croisades européennes, initialement lancées en réponse aux actions agressives des Seldjoukides venant des steppes asiatiques sur Jérusalem. Les croisades, même si elles n'ont pas atteint leurs objectifs immédiats, ont stimulé une nouvelle conscience collective en Europe, accélérant son développement et son renforcement interne. Mais Mackinder souligne une limitation cruciale de cette mobilité nomade. Elle était limitée aux plaines ouvertes et, par conséquent, perdait de sa force lorsqu'elle rencontrait les forêts et les chaînes montagneuses de l'Europe centrale et occidentale. Cela permettait aux peuples sédentaires de réagir et, ainsi, de façonner leur propre identité politique et culturelle. Et il en allait de même pour la mobilité maritime des Vikings venus de Scandinavie. Les Vikings parcouraient les mers et rivières européennes, attaquant, colonisant et influençant le développement politique, surtout près des côtes et fleuves. Mackinder soutient que ces deux pressions, les attaques nomades terrestres venant de l'Est et les attaques maritimes venant du Nord et de l'Ouest, ont joué un rôle fondamental dans la formation de l'Europe médiévale et moderne.
forçant des nations comme l'Angleterre et la France à atteindre une unité nationale et à développer une conscience collective défensive. Il souligne que la division culturelle majeure entre Rome et la Grèce a persisté dans l'histoire, dans une certaine mesure à travers les façons dont les peuples européens ont été christianisés, les Teutons par les Romains et les Slaves, principalement par les Grecs byzantins. Cette division culturelle s'est reflétée plus tard également dans la division entre la mobilité maritime des Européens occidentaux, influencée par Rome, et la mobilité terrestre eurasiatique orientale, influencée par la tradition grecque. Mackinder relie cette analyse détaillée à une vision stratégique plus large, affirmant que la découverte de la route maritime autour du cap de Bonne-Espérance, au sud du continent africain. Pour l'Asie, cela a complètement révolutionné les dynamiques géographiques mondiales. Cette découverte a offert aux puissances européennes une mobilité maritime sans précédent, leur permettant ainsi d'encercler l'Eurasie centrale, et renversant ainsi l'ancien scénario dans lequel l'Europe était constamment menacée par les peuples des steppes. Si auparavant l'Europe était vulnérable aux incursions terrestres asiatiques, désormais l'Europe occidentale exerçait un pouvoir naval mondial, dominant les routes maritimes internationales et isolant stratégiquement les forces terrestres de l'Eurasie. Ce contraste entre le pouvoir maritime et le pouvoir terrestre représente en essence la théorie centrale de Mackinder, plus tard connue sous le nom de théorie du Heartland, qui consiste à contrôler la région centrale de l'Eurasie. Pour lui, étant le centre géographique de l'histoire, elle bénéficiera d'un avantage crucial pour dominer le pouvoir mondial. Un autre point important souligné par lui est l'ascension de la Russie comme l'héritière naturelle du pouvoir des steppes, remplaçant les Mongols. Au fil des siècles, surtout après le XVe, la Russie a surmonté l'ancienne limitation imposée par les forêts au nord, avec l'expansion des Cosaques vers le sud, transformant des régions autrefois dominées par les peuples nomades en terres agricoles habitées par les Russes. Il souligne particulièrement la très grande migration des paysans russes vers le sud, qui a développé des régions agricoles dans les anciennes steppes, auparavant territoires des invasions asiatiques. Cela a profondément transformé la réalité économique et démographique de l'Europe de l'Est, en plus de donner à la Russie une nouvelle position stratégique et un pouvoir terrestre plus effectif. Mais quelque chose allait changer au XIXe et XXe siècle, l'avancée de nouvelles technologies qui allaient être révolutionnaires. Mackinder souligne que l'importance stratégique du pouvoir terrestre, auparavant défiée par la puissance maritime pendant l'ère des grandes découvertes, se renforçait à nouveau grâce au développement des chemins de fer transcontinentaux. Il explique que les systèmes ferroviaires continentaux, contrairement aux systèmes maritimes, permettaient un transport direct de marchandises et de troupes, sans avoir besoin de multiples transferts dans des ports intermédiaires, ce qui favorisait de plus en plus le pouvoir terrestre eurasiatique, notamment la Russie. Mackinder souligne que ce nouveau réseau ferroviaire offrait à la Russie une mobilité inédite, reliant directement l'ouest de l'Europe à la côte du Pacifique, à travers la Sibérie jusqu'à Vladivostok. Cela signifiait un repositionnement stratégique de l'Eurasie en tant que grand centre de pouvoir terrestre, en opposition à la domination maritime européenne qui avait prévalu au cours des siècles précédents pendant l'ère colombienne. Et donc le risque futur que si un État puissant contrôlait le Heartland comme la Russie en s'alliant à une puissance industrielle et technologique comme l'Allemagne, cette union pourrait créer une force terrestre immense, pouvant menacer les puissances maritimes et leurs périphéries. Pour lui, une telle alliance aurait le potentiel de dominer le monde, en raison de l'immense pouvoir économique et militaire concentré dans cette grande masse continentale eurasiatique. C'est pourquoi Mackinder prévoyait la nécessité stratégique de contrebalancer cette menace par la formation d'alliances entre les puissances maritimes périphériques comme la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Italie et le Japon, dans le but d'encercler et de limiter la puissance terrestre de la Russie ou de toute puissance qui viendrait à contrôler le Heartland. Il a mis en garde spécifiquement contre le danger d'une alliance russo-allemande, comme exemple de la façon dont l'équilibre du pouvoir mondial pourrait être radicalement modifié, menaçant la domination des puissances maritimes traditionnelles. Mais Mackinder n'est pas resté figé dans cette théorie. Il y est revenu et l'a développé des années de plus tard dans d'autres ouvrages, comme Idéaux démocratiques et réalité,
une étude sur la politique de reconstruction. Ici, il distingue deux perspectives, celle des hommes de la mer et celle des hommes de la terre. Dans ce sens, il commence par souligner comment, jusqu'à relativement peu de temps, l'humanité percevait l'océan comme deux mers séparées, l'une à l'ouest et l'autre à l'est. Ce n'est qu'après la découverte et l'exploration de la route maritime par le cap de Bonne-Espérance que l'humanité a véritablement compris l'océan comme une entité unique et intégrée. Une perception qui a eu des implications profondes pour la puissance maritime mondiale. Il suggère alors que, bien que le monde soit devenu pleinement connu géographiquement, avec les pôles nord et sud atteints et tous les territoires importants cartographiés, la compréhension pratique de cette réalité est encore influencée par des perceptions historiques antérieures. Il illustre cet argument en expliquant comment les puissances européennes, autrefois confrontées à des territoires inconnus, devaient maintenant s'adapter à un système géopolitique clos, dans lequel toutes les terres sont revendiquées politiquement, et où tout conflit ou toute crise a des répercussions immédiates dans toutes les parties du monde. La mondialisation a créé cette nouvelle réalité. Mackinder commence alors à analyser l'évolution historique de la puissance maritime à partir de l'exemple de l'Égypte antique, en utilisant la civilisation égyptienne comme un exemple initial de puissance. Basée sur la navigation fluviale, l'Égypte antique possédait tous les éléments géographiques fondamentaux nécessaires au développement d'une civilisation avancée. Le Nil navigable, un sol fertile, la protection des déserts et une structure linéaire facilitaient la communication et contrôle politique. Mackinder compare la situation de l'Égypte à celle ultérieure de la Méditerranée, soulignant la présence d'une base maritime majeure et de conditions naturelles semblables, mais à plus grande échelle. Mais dans le contexte méditerranéen, des sociétés plus spécialisées sont apparues, avec des peuples consacrés exclusivement à la navigation et au commerce, comme les Phéniciens et les Grecs. Il mentionne également comment des pays principalement dotés d'une puissance terrestre ou maritime peuvent modifier leur définition de la puissance, devenant exactement l'opposé de ce qu'ils étaient auparavant. Autrement dit, une nation principalement tournée vers la puissance maritime peut alors devenir une puissance terrestre ou vice-versa. Et il prend justement comme exemple l'Empire romain qui, après les guerres puniques, a transformé la Méditerranée en une mer fermée, dominée par une seule puissance terrestre qui contrôlait tous les accès maritimes par le littoral. À ce moment-là, la puissance maritime a été définitivement supplantée, remplacée par une puissance terrestre qui contrôlait les ports, et il n'était plus nécessaire de maintenir de grandes flottes, puisqu'il dominait toutes les bases côtières. Après la chute de l'Empire romain, la situation s'est à nouveau inversée. La Méditerranée n'est plus une mer fermée romaine, mais une zone de conflit entre chrétiens et musulmans. Avec l'expansion islamique venant du sud et de l'est et l'invasion des Vikings par le nord, la mer s'est de nouveau ouverte au conflit naval. Mackinder évoque la transformation maritime des grandes découvertes, quand les navigateurs portugais et espagnols, après des siècles d'isolement dans la péninsule latine. L'Europe occidentale a franchi les limites maritimes européennes et a ouvert la voie des routes océaniques autour du cap de Bonne-Espérance. La découverte de cette route vers les Indes a changé la logique stratégique mondiale, en permettant aux puissances européennes de prendre les anciens pouvoirs terrestres à revers par la mer. Mackinder décrit comment les Portugais et les Espagnols ont découvert et utilisé ces routes maritimes, ont créé de nouveaux centres de pouvoir maritime, sur des îles et de petites péninsules stratégiques comme Hong Kong, Singapour, le cap de Bonne-Espérance et Aden, permettant ainsi aux puissances maritimes européennes de dominer le commerce mondial et d'établir des bases stratégiques sur tous les continents. Il souligne surtout le cas britannique historique. Il note comment la Grande-Bretagne a acquis une position dominante mondiale depuis une base territoriale réduite mais très fertile et protégée par la Manche. Pour Mackinder, le sol productif anglais, auquel se sont ajoutées plus tard les réserves de charbon et de fer, a constitué le véritable fondement de la suprématie maritime britannique, ce qui leur a permis de soutenir leur flotte navale et de s'étendre à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, il mentionne que les tentatives successives de défier la domination maritime britannique par le biais d'attaques lancées depuis le continent européen, que ce soit par les Espagnols, les Néerlandais et parfois les Français. Elles ont échoué en raison des avantages géographiques fondamentaux de la Grande-Bretagne. Mackinder détaille comment,
Après avoir consolidé sa position en Europe, la Grande-Bretagne a étendu sa domination vers des mers encore plus lointaines, notamment dans l'océan Indien, en établissant ce qu'on appelle le Raj britannique en Inde, soutenu non pas par la présence permanente de grandes flottes dans cette région, mais par la capacité maritime britannique à projeter sa puissance sur de longues distances depuis sa base d'origine dans l'Atlantique Nord. L'océan Indien était, en pratique, une mer fermée, sous contrôle britannique. Non pas par l'utilisation directe de forces militaires stationnées sur place, mais par l'absence de toute autre puissance disposant de ressources suffisantes pour défier la sécurité anglaise en mer. Après avoir décrit en détail la trajectoire historique de la suprématie maritime britannique, Mackinder relie ces événements historiques aux réalités géographiques mondiales plus larges. Il introduit le concept fondamental de l'île-monde ou World Island, en soutenant que l'Eurasie, l'Europe, l'Asie et l'Afrique unies formaient une grande île mondiale entourée par les océans. Un concept non seulement géographique, mais aussi profondément stratégique. Parce qu'ici, il met de nouveau en garde contre le danger stratégique fondamental qui existerait si cette île-monde venait à être unifiée politiquement. Sous un seul pouvoir, capable d'utiliser ses vastes ressources internes pour se projeter comme puissance maritime. Dans ce scénario, aucune puissance insulaire, comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, ne pourrait rivaliser avec la capacité navale et humaine d'une telle puissance centralisée en Eurasie. Mackinder suggère alors une similitude historique importante entre l'Angleterre et les États-Unis. Tous deux ont connu des conflits internes et des menaces extérieures, sont passés d'une situation continentale à insulaire, puis ont joué un rôle mondial décisif grâce à la projection maritime. Les États-Unis, selon lui, commençaient à comprendre qu'ils ne sont pas une entité continentale isolée, mais plutôt une île stratégique par rapport à l'immense île-monde eurasienne. Une nouvelle compréhension qui les a amenés à entrer de façon décisive dans la Première Guerre mondiale, aux côtés des puissances maritimes. Ensuite, il explore alors le point de vue de l'homme terrestre, en contraste avec celui du marin, mettant en évidence l'importance des régions intérieures du grand continent eurasien. L'île-monde, ses caractéristiques physiques et ses implications stratégiques pour la politique mondiale. Mackinder explique que, tout comme les grandes explorations maritimes ont révolutionné la perception humaine de l'unité des océans dans le passé, les avancées modernes dans la communication terrestre et aérienne révélèrent alors une nouvelle unité continentale, redéfinissant profondément les relations géopolitiques. Il soulignait particulièrement que, jusqu'alors, les peuples des puissances maritimes considéraient le continent eurasiatique en se concentrant sur les côtes, sans percevoir clairement ce qui se passait dans les vastes zones intérieures inaccessibles au pouvoir maritime. Il détaille comment une vaste portion du continent est constituée de régions inaccessibles à la navigation maritime. Elle est dominée par des fleuves qui se jettent dans des mers gelées ou des lacs fermés, comme la Volga, l'Oural, l'Ob, l'Ienisseï, la Lena et ainsi de suite. En plus des bassins intérieurs de la mer Caspienne et de la mer d'Aral. Vous savez déjà qu'il nomme ce vaste espace intérieur, inaccessible par mer, le Heartland, cœur continental. Un vaste territoire propice à la mobilité terrestre, autrefois centré sur chevaux et chameaux, mais progressivement intégré par le chemin de fer. Au sud du Heartland, le plateau iranien composé de montagnes et haut-de-plateaux forme une barrière naturelle qui l'isole des océans au sud et renforce son isolement stratégique. Halford Mackinder compare ce Heartland septentrional à un autre grand espace intérieur, le Heartland méridional de l'Afrique subsaharienne. Elle est également caractérisée par de vastes savanes et des prairies ouvertes, tout aussi inaccessibles à la communication maritime directe en raison des obstacles naturels tels que les cataractes et les grandes chutes d'eau. Il souligne comment ces grands intérieurs continentaux ont historiquement permis la mobilité terrestre, principalement grâce aux chevaux et aux chameaux. En parallèle, les mobilités côtières permises par l'océan dans les régions périphériques fertiles. Entre ces deux grands espaces continentaux du nord et du sud, Mackinder situe la région intermédiaire de l'Arabie et du Sahara. Ces régions, bien qu'arides, sont d'importantes routes de passage entre les deux grands Heartlands et aussi entre les Heartlands et les régions fertiles et densément peuplées autour des océans. L'Europe et l'Inde-Chine,
Il attire particulièrement l'attention sur l'Arabie, la mettant en avant comme une zone géographique stratégique critique, puisqu'elle est traversée par de grandes voies d'eau historiques, comme le Nil, la mer Rouge et l'Euphrate Persique. Étant traditionnellement une région de connexion géographique et stratégique entre les continents, ainsi cet axe intermédiaire Arabie et Sahara sépare l'Eurasie et l'Afrique en 3 grandes régions périphériques habitables et productives, l'Europe, les Indes et la région côtière africaine. Toutes ces 3 régions périphériques sont extrêmement peuplées, hautement fertiles et riches en raison de la facilité de la navigation maritime et fluviale ainsi que des conditions climatiques favorables. Elles s'opposent donc clairement aux vastes étendues ouvertes et de pâturages faiblement peuplés de l'intérieur. Il conclut cette réflexion historique et géographique en soulignant que, historiquement, la dynamique politique et militaire mondiale a été façonnée par la rivalité stratégique entre ces grands espaces intérieurs, qui ont été favorables à la puissance terrestre basée sur la mobilité animale et aux régions côtières et périphériques, favorables à la puissance maritime. Au fil de l'histoire, des empires de l'Égypte et Babylone aux empires européens modernes ont été créés puis renversés, selon leur capacité à contrôler simultanément ces différents environnements stratégiques, maritimes et terrestres. Mackinder cite ensuite l'ascension des Arabes pour illustrer comment le pouvoir basé sur la mobilité terrestre peut s'étendre sur de grandes distances. Les Arabes, initialement des nomades de l'intérieur de l'Arabie, ont établi un vaste empire grâce à l'utilisation stratégique de la mobilité offerte par les chevaux et les chameaux. Leurs armées ont conquis des régions clés autour de la grande masse terrestre, depuis l'Espagne et l'Afrique du Nord à l'ouest, jusqu'à l'Inde et l'Asie du Sud-Est à l'est. Bien que les Arabes aient également établi une présence maritime, ils ne disposaient pas d'une base démographique suffisamment importante pour maintenir leur domination mondiale. Mackinder note que bien que les Arabes aient eu un certain succès à combiner la puissance terrestre et maritime, leur empire est sans coin est tombé. Non pas à cause d'une défaite navale, mais en raison de la pression exercée par des forces terrestres venant précisément du cœur du continent eurasiatique, en particulier des Turcs. Mackinder conclut en soulignant l'importance cruciale de la région eurasiatique dans la géopolitique contemporaine. Il affirme que le Heartland offre désormais des opportunités sans précédent pour que la puissance terrestre menace l'hégémonie maritime mondiale. Pour lui, tout projet politique ou traité de paix doit reconnaître explicitement cette réalité géographique et stratégique. Sinon, le Heartland, le cœur continental, continuera d'être le centre potentiel de futures tempêtes géopolitiques et militaires. Il appelle cette époque l'ère post-colombienne, mais moi je l'appelle justement l'ère mackinderienne, parce qu'elle n'a pas été créée par Mackinder. Non, en fait elle existait avant sa naissance, et c'est un fruit direct de la révolution industrielle, mais c'est l'ère mackinderienne. Parce que c'est lui qui a été le premier à percevoir cette configuration mondiale qui définit le monde jusqu'à aujourd'hui, et très probablement, pour quelques siècles encore. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu, et un merci tout particulier aux membres de catégorie, soutien de Déléon, les portes de la ville. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec tous ceux que vous connaissez et que vous aimez. De la vraie géopolitique. Seul votre soutien me permet de continuer à vous proposer ce contenu. À bientôt et à la prochaine vidéo.